toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. On va faire une vidéo extrêmement importante aujourd'hui, on va travailler sur les émotions, sur la psychologie, sur la peur et également sur les vagues d'Elliott, sur du très long terme. Donc si vous êtes elliotiste, vous aimez les probabilités, vous aimez avoir cet esprit un peu cartésien, et où est-ce qu'on est actuellement et qu'est-ce que Bitcoin représente aux yeux du monde aujourd'hui, que ce soit le public ou les institutionnels, on va en parler dans cette vidéo, on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. Que ce soit sur le court, moyen, long terme, je vous en profite également. Vous trouverez dans l'onglet annonce mes liens pour pouvoir bénéficier de l'offre Black Friday. Vous êtes très nombreux à l'avoir utilisé, donc merci pour ça, c'est vraiment top. Par rapport au Black Friday Ledger, plus de disponibilité par rapport au plus 20 US $ en BTC gratuitement livré avec votre petite Nano S+. C'était limité aux 15 000 premiers, pareil pour la Nano X. Je pense que ça va partir relativement vite si vous êtes intéressé, si vous voulez potentiellement investir dans une clé Nano X, ça peut être intéressant, un peu plus cher que la Nano S. La seule différence, c'est le Bluetooth. Donc, est-ce que le Bluetooth vaut 60 $? Je ne sais pas. Ou 70 $, je ne sais pas. Mais toujours 30 $ en BTC qui vous seront éventuellement livrés avec. N'hésitez pas à en profiter, c'est, je pense, les dernières pour le coup. Également, côté Black Friday sur TradingView, je vous le dis, je vous le répète, toujours très intéressant. Si vous voulez upgrader ou augmenter le nombre de mois que vous avez actuellement sur TradingView, toujours très intéressant. Je l'utilise chaque année, j'en profite chaque année pour relancer. Vous voyez là, j'ai 470 jours, je peux même encore en avoir jusqu'à 865, c'est entre guillemets limité. Attention, rajoutez toujours la taxe TVA, notamment en France, donc c'est pas de 288, c'est 330 ici pour le coup, plus 20%. Soyez vigilants par rapport à ça, mais toujours très intéressant, et c'est qu'une fois par an, donc autant en profiter. Je reviens juste sur le Discord des rois dans discussion crypto. Il y a Rudy qui nous balance ça. C'était hier à 22 h. Il y a un mec, ils sont bons quand même. En février 2021, il prévenait de vendre ses bitcoins en avril 2021 et que le bear market arriverait en 2022. Bon, bingo, bear market, énorme pullback, retracement, catalyseur, cataclysme, vous mettez toutes vos définitions. En tout cas, il n'a pas eu tort. Aujourd'hui, ce même mec, costard cravate, chemise cravate qui est toujours relativement percutant, ça fait sérieux, alerte qu'on va se prendre un méga crash à cause de l'effondrement du prochain Tether. Ok. Est-ce qu'on joue? Est-ce qu'on ne joue pas? Est-ce qu'on l'anticipe? Est-ce qu'on l'anticipe pas? On va en parler dans cette vidéo, je pense que c'est important. Merci Rudy pour ce travail. C'est clairement ce qu'on attend, notamment dans des discussions Bitcoin. Soyez nombreux à nous rejoindre parce qu'on parle de beaucoup de ça. Depuis d'ailleurs, on est plutôt baissier psychologiquement et on a plutôt peur. Si jamais il y a Tether qui tombe, partez du principe que Tether était là après Bitcoin. Bitcoin s'est toujours apprécié dans le temps. Est-ce que ce sera plutôt bullish? Est-ce que ce sera plutôt bearish? Ce sera bearish parce que ça fait peur. Et la peur fait vendre, la peur fait pas acheter. Donc tous les risques systémiques, cataclysmiques, catalysants font vendre. Donc si Tether tombe, Bitcoin tombe. Et le marché crypto tombe de même. Ça c'est super important. Maintenant on avait eu les mêmes interrogations en 2018-2019. Tether est toujours là. Tether sera peut-être toujours là l'année prochaine. Tether sera peut-être toujours là dans 10 ans. On ne le sait pas. Mais il faut toujours l'anticiper. Et c'est dans cette vidéo que j'aimerais en fait vous amener sur des objectifs de prix par rapport aux vagues d'Elliott qui se sont toujours produits dans des mouvements tendanciels haussiers, et notamment sur Bitcoin, sur Ethereum, c'est relativement similaire d'ailleurs. Mais juste avant ça, et honnêtement, je pense que c'est une vidéo extrêmement importante. Juste avant ça, j'ai oublié de parler de SUI. Donc SUI, on va en parler. Effectivement, on créera un salon. Vous êtes nombreux à me l'avoir demandé, on y va, pas de problème. Donc il y a la blockchain SUI Network qui déploie son testnet. Donc pour le coup, on va aller un petit peu regarder ce qui se passe de ce côté-là. L'idée, c'est de se faire airdropper potentiellement quelques tokens. Ce serait clairement le rival d'Aptos. Ils font partie en fait de la même équipe initiale par rapport à Meta. Vous savez que Meta, avec Diem et Libra précédemment, avait créé une filiale, enfin une succursale dédiée en fait à la technologie blockchain, etc. par rapport à leur stablecoin ou à leur crypto-monnaie. Finalement, ils ont arrêté, ils ont annulé, ils ont tout coupé et il y a plusieurs équipes qui sont parties pour créer leur propre projet. Ils ont levé de l'argent, 300 millions de $ notamment pour SUI, rival d'Aptos. Bon, prétention extrêmement importante, rivaliser contre Ethereum et Solana. Why not? Pourquoi pas? Donc il y a eu ce petit testnet là, vous avez des informations, on en avait déjà parlé, c'était en septembre dernier, ou voire peut-être un tout petit peu avant, ils avaient levé 300 millions de $, donc c'est des gros qui sont à l'intérieur,
Vous avez des investisseurs comme Coinbase Venture, comme Jump, comme Andreessen, comme Circle, comme Binance Lab, etc., etc., etc. Dans un marché baissier, généralement, si le token est droppé, il sera très probablement vendu. Vous connaissez l'histoire. Aptos c'est plutôt bien apprécié, mais est descendu relativement bas. Malheureusement, FTX n'a pas aidé, bien évidemment. Donc tout le monde dans le même bateau et tout le monde flush en même temps. Mais ça peut être éventuellement intéressant si c'est pour récupérer, je sais pas moi, entre 500 et 3000 $. Bah, c'est souvent et généralement ces projets-là sont droppés. Donc il faut aller regarder un petit peu dans le testel, dans le mainnet, faire un petit peu de travaux. Par exemple pour Aptos, il fallait tout simplement minter un NFT directement sur le site. Bon, bah bravo à ceux qui l'ont fait. Toujours intéressant. J'avais fait 2-3 trucs, mais ça n'en faisait pas partie. Malheureusement, je n'ai pas été droppé côté là-dessus. Donc si très bien fait, très intéressant. Honnêtement, on peut y aller. Ce sera de toute manière toujours des challengers qui tenteront de résoudre ce fameux trilable des blockchains. C'est leur objectif, c'est résoudre le trilable des blockchains. Ethereum a une certaine longueur d'avance, mais plus vous êtes gros, moins vous êtes rapide, moins vous êtes flexible, mais plus vous êtes gros, plus vous avez d'attention et plus vous avez de développeurs. Donc là, dans l'autre, ça peut se tenir. Maintenant, il faut avoir les plus grands génies qui vont dans Aptos ou dans des projets blockchain. Et pour le coup, les génies ne sont pas légion, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer, notamment dans les technos. Ça, c'était super important. On continue avec Bitcoin, on va faire un tout petit peu d'analyse technique, je trouve ça intéressant. On va aller sur le total market, on va passer en daily. J'aime bien en fait ces deux petites boxes là. Ici on vient clôturer et on réactive en fait au niveau de cette petite ligne de tendance, donc des prises de profit complètement logiques ici sur cette petite trendline. On vient buter sur l'autre énorme trendline historique au niveau du crypto total. Donc si on la passe et on structure quelque chose derrière, on pourrait éventuellement avoir une respiration de marché. Donc potentiellement une grosse chasse à liquidité, un saut pour ceux qui utilisent les méthodes de wake-off notamment, ou potentiellement un spring, pourquoi pas. Mais ce que j'aime bien avoir, c'est éventuellement des structures derrière ces trendlines pour derrière en fait enclencher une nouvelle dynamique tendancielle haussière court terme, hein, tout simplement avoir des belles respirations de marché. Actuellement, Wall Street donne un peu la cadence, hein, c'est plutôt bullish côté Wall Street, on arrive dans une zone de rechargement de vente logique, donc pourquoi pas continuer. Vous avez aussi cette oblique juste ici avec une confluence au fameux 4114 points, qui est aujourd'hui une énorme résistance, qui fait aussi de support précédemment. Elle a beaucoup été travaillée, ces fameux 4114 points, c'était un premier arrêt de tout un précédent mouvement précédent, qui en fait conserve dans son ADN, si vous voulez, et dans sa sémantique, une résistance et un support. Toujours, donc c'est pour ça que je les garde extrêmement longtemps, avant qu'on les résout ou qu'on va beaucoup plus bas que terre, mais je les garde extrêmement souvent en fait, ces lignes-là. C'est 4114 points, c'est 4000 points, c'est 3009, c'est 3008, 3005, etc. 0,50% de tout le précédent mouvement par rapport au Cracovie, 3400 points, etc. On est très loin d'être sorti d'affaire, c'est baissier. Nous sommes dans un environnement baissier actuellement, que ce soit sur les indices, que ce soit Wall Street, que ce soit sur le Nasdaq, que ce soit sur les cryptoactifs, etc. Il n'y a rien de boule dans ce qu'on voit, mais plutôt positif. Côté 440 aussi très intéressant, on arrive sur un 618 de tout le précédent mouvement, donc on arrive dans une zone de rechargement de vente logique actuellement sur le CAC 40. Toute structure sera bien évidemment très importante à prendre, hein. Il ne faudra pas le prendre à la légère, hein. Si vous voyez des trucs comme ça, ce serait très intéressant soit de se hedger, si vous êtes très exposé sur le CAC 40, ou prendre des profits, hein. Et si vos actions n'ont pas fait les performances escomptées, bah, peut-être les arbitrer, peut-être les soulager, mais en tout cas prendre des profits, prenez vos bénéfices quand ils se présentent. Et le CAC 40 nous dit que là, bah, y a des gens qui vont commencer à prendre des profits, pas forcément shorter massivement, etc., comme Redalio ou comme d'autres, hein, ou comme peut-être Burry qui va commencer à shorter massivement. On le verra bien lors de la publication de ces chiffres trimestriels. Mais en tout cas, on arrive dans une zone de rechargement de vente, et c'est ici généralement qu'on cherche à vendre ce marché, en tout cas à prendre des profits. À partir du principe que si vous ne le faites pas, d'autres le feront à votre place. C'est une certitude absolue. Mais ça ne veut pas dire que ça va se retourner. Pas du tout, hein. Ça peut tout simplement dire que ça va consolider en vue d'une possible résolution, soit continuation haussière, et vous aurez des targets AB égale CD, retracement premier arrêt, puis continuation haussière, ou bah, malheureusement un M-top pour aller chercher peut-être les précédents plus bas. Ok, vous aurez des supports à ce moment-là qui viendront éventuellement accompagner ce prix pour pouvoir résister à une pression vendeuse, tout simplement. Mais on arrive dans une zone de rechargement de short, je vous le dis, ce qui est dit n'est plus à dire. Ça, super important. On continue sur petite news très très pertinente, un peu cinglante pour le coup, par rapport à ce que CZ a jeté. Bon, CZ, Binance jette le doute sur Grayscale et Coinbase. Puis rétropédale. En fait, ils tweetent Coinbase, Grayscale sont possiblement en difficulté, ou en grande difficulté. Derrière, il y a Armstrong qui tweet on évite de faire ça, surtout de ce marché-là. Donc, est-ce que Binance a pris peut-être un tout petit peu la grosse tête ? Bon, honnêtement,
c'est très probable pour le coup, hein. Il faut pas, ce ne sont pas nos amis, ce sont des personnes qui sont à ces niveaux-là, ou à ces niveaux, enfin, sa fortune, elle est estimée à 14 milliards, me semble-t-il, de dollars. C'est pas des petites fortunes, ils se sentent très puissants. Enfin, faut imaginer, si vous aviez entre guillemets, un empire comme Binance, vous vous sentirez très probablement très puissant. Donc il se sent très puissant parce qu'il est aussi très puissant. Il faut pas en douter hein, là-dessus. Ça reste bien évidemment qu'un être humain. Mais il a pris peut-être un petit peu trop la confiance. Et il a tweeté ça, il a très vite rétro-pédalé. Et malheureusement, ça ne va pas en sa faveur par rapport à son fameux fonds pour aider les projets blockchain, etc. Il essaye de tout prendre. Mais bien évidemment, il est sur une bonne lancée. Il a shooté FTX. Alors, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est... Non, si FTX était propre, il ne serait pas parti aujourd'hui, bien évidemment. Mais dans l'idée, il essaye aujourd'hui d'avoir un maximum de personnes, un maximum d'utilisateurs, un maximum de... Il est dans son bull run, lui. Actuellement, Binance, il est dans son bull run. Et il l'avait dit, il l'a redit. Ce qui, en fait, crée la confiance, c'est qu'il est prêt à accepter un Bitcoin jusqu'à 1500 $. Il l'avait déjà dit à plusieurs reprises dans des interviews. Binance est préparé à avoir un Bitcoin à 1500 $. Ok, donc pas de problème avec ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? L'avenir nous le dira bien évidemment. Attention par rapport à ça. Attention par rapport à ça. En tout cas, il a rétro-pédalé. Ce qui était quand même intéressant, c'est que derrière, Coinbase tweet comme quoi il a 2 millions de Bitcoin dans les réserves, dans des cold wallets, etc. Ce qui est plutôt intéressant. En somme, Coinbase dispose, et ça vous le savez, c'est beaucoup passé hier dans les médias, plus de 10% de tous les BTC en circulation. Ça calme. Alors bien sûr, dans tous ces 10%, il y a également les bitcoins de GBTC, bien évidemment. Voilà pour ça. Il faut aussi comprendre que derrière, Coinbase, c'est pas n'importe qui. C'est pas des petits portefeuilles derrière. Vous avez Vanguard Group derrière. Vous avez H Capital. Vous avez Nikko. Vous avez Morgan Stanley. C'est pas des petites boîtes qu'il y a derrière. Donc ces gens-là sont généralement très tôt dans les projets. Donc c'est 10 millions d'actions quand même pour Vanguard Group, c'est quand même pas rien. Je pense pas qu'ils les ont achetés au bottom là, hein. Je pense qu'ils les ont achetés un peu plus haut pour le coup. Donc probablement qu'ils ont mis entre 1 et 1,5 milliard de dollars dans cette boîte. Alors vous allez me dire c'est pas grand chose sur 6 000 milliards de dollars de capitaux, enfin en tout cas de fonds de fonds sous gestion, mais ça reste quand même des preuves entre guillemets, ils sont dans l'avenir, ils sont dans l'action, ces gens-là. Et généralement faut pas venir les titiller. Voilà, faut faire très attention parce que ça dépasse l'entendement. Binance, c'est un cafard par rapport à Vanguard Group, par rapport à BlackRock. Et ils savent le remettre en place. Ils sauront le remettre en place par rapport à ça. Oui, malheureusement, il y a des grandes entités qui dépassent l'entendement. Il faut juste le savoir, hein, tout simplement. Après, on vit dans un monde qu'on est. Hein, malheureusement, on ne changera pas en une seconde ou en une semaine. Ça, c'était super important. Derrière également, juste pour parler de Vanguard, il investit dans beaucoup de boîtes, hein, tout en catimini, ces géants financiers misent très gros sur le minage de Bitcoin. Vous savez qu'ils avaient déjà, à travers 2 fonds, investi dans Riot. Alors, c'est pas des très grosses sommes d'argent, hein, c'est 2, 3, 5, 10 millions de dollars. Mais ils sont partout. Ils sont tentaculaires, ces gens-là. Et jusqu'à preuve du contraire, il me semble pas qu'ils soient dans Binance. En tout cas, je l'ai pas vu. Voilà, pour ça. Donc, soit vous êtes chez eux, c'est pas avec, hein, c'est soit si vous êtes chez eux, donc vous êtes eux, soit vous êtes contre eux. À peu près comme ça que ça marche, si vous le souhaitez. Donc attention à Binance, parce que c'est peut-être le prochain fusible à sauter. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai partagé ça ce matin, notamment sur, ici, FTX News. Très très intéressant. Donc on l'a repris d'ailleurs, qui c'est qui l'a repris Zodoc, ok. Ici, je vous ai partagé ça. Bonjour à tous. Shamat, c'est un capital risqueur canadien, donc je vous ai fait la petite présentation, qui avait proposé en fait d'investir dans FTX à l'époque. Vous regarderez les vidéos, c'est assez cinglant, c'est Money Radar Crypto qui l'a proposé, c'est très très court, je vous invite très fortement à la regarder. Mais en somme, la vraie question, c'est est-ce que l'ensemble des tokens d'exchange sont-ils concernés en réalité par FTT? Dans quelle mesure et à quel niveau les risques de collatéraliser? En somme, est-ce que ce sont vraiment des tokens entre guillemets securities? Est-ce que ce sont considérés comme finalement des actions pour lever des fonds qui n'ont aucun collatéral, qui sont vides en fait, ce sont vraiment des coquilles vides. Et là-dedans, vous avez BNB, vous avez Crow, vous avez KCN, vous avez BES, vous avez chez SSB de Swissborg, vous avez le token de OKEX, vous avez le token de... Tous les tokens de Bittrex, tous les tokens sont concernés, sauf Bit, pour le coup, parce que Bit de Bybit,
une petite particularité, c'est une DAO. Donc c'est pas du tout la même chose et ils ont promis en fait d'investir $1 milliard par an, me semble-t-il, dans la DAO, ce qui représente aujourd'hui 3,5 milliards. Je crois qu'ils vont monter jusqu'à 30% en Bybit, mais ils n'ont pas de token natif en réalité. Ils n'ont pas de token de liquidité ou d'utility token ou de gouvernance token qui permet en fait, même si c'est considéré comme ça vis-à-vis du Bit, mais c'est une toute petite particularité, ce qui me laisse à penser que c'est peut-être un petit peu moins fou, voilà, de détenir du Bit que du BNB. C'est fou de le lire, mais c'est en tout cas ce que je vois. Pourquoi Crow se fait dégommer la tête? Parce que Crow, en fait, c'est le FUD par rapport à l'ancienne arnaque, si vous voulez, de Monaco. Et comme on peut penser aujourd'hui que tous ces tokens, vous en avez 74 de tokens d'exchange représentés, vous avez le lien juste ici au niveau de token market. Le jour, en fait, où ces trucs-là, déjà, faut savoir deux choses. Si ce sont des coquilles vides, ça va finir par se sell, et c'est probablement par des entités, ça va finir par se faire vendre massivement, et ça va faire tomber des exchanges. Alors FTX est probablement le premier d'une très grande lignée. Alors est-ce que des très gros exchanges, comme Bitfinex, comme BitMEX, comme Bittrex, comme Binance vont tomber? Peut-être pas, mais des petits, comme d'autres que je ne citerai pas, parce que j'ai pas envie aussi de leur jeter la pierre, ça sert strictement à rien, mais parmi ces 74, est-ce qu'il n'y en a pas 60 qui vont sauter dans l'année qui suit? Je ne sais pas, en 2023, peut-être la grande purge de tous les exchanges, j'en ai pas la moindre idée. Mais on peut éventuellement s'en préparer. En somme, bien évidemment, essayez de ne pas mettre tous vos fonds et tous vos œufs dans le même panier, on ne le répétera jamais assez. Je pense aussi aux deuxième chose, c'est que la régulation qui viendra ne viendra pas pour réguler Bitcoin, ça ce sont encore une fois des défauts de langage, moi j'y crois pas, je pense que ce sera vraiment pour réguler ces échangeurs-là et ces tokens dits, entre guillemets, utilitaires ou de gouvernance, qui sont finalement considérés comme des securities. La SEC tombera à la fin là-dessus, ça c'est certain. La question c'est de savoir, est-ce que ça va tenir parce qu'il faudra payer de l'impôt derrière? Si c'est considéré comme ça, le jour où il y en a un qui perd le procès, ça va payer sévère de l'impôt. Il faudra les sortir en cash. Et je doute qu'ils puissent utiliser l'argent des utilisateurs. Même si peut-être certains en feront, ça s'est déjà vu, bien sûr, il y a moins de 10 jours. Donc, est-ce qu'ils seront ou pas considérés comme des securities dites illiquides? C'est ça le pire, à commencer par les plus capitalisés, notamment BNB, Crow ou le token notamment de Bittrex. Voilà pour ça. Donc ça c'est ça aujourd'hui le gros doute qu'on a au niveau du marché. Et c'est pour ça que vous en avez beaucoup qui se barrent, entre guillemets, des exchanges. Vous avez beaucoup qui sont barrés de Gemini. Gemini, c'est intéressant. Donc, c'est l'exchange des deux anciens associés, en fait, les deux jumeaux vis-à-vis de Facebook. Vous vous rappelez qu'ils avaient récupéré pas mal. J'ai beaucoup de Bitcoin, en fait, en 2012, me semble-t-il, ou 2013. Donc, ils ont, je crois, 300 millions, 200 millions de dollars, ou 150 millions de dollars maintenant en Bitcoin. Bon, je ne sais plus ce qu'ils en ont fait avec, mais dans l'idée, il y a un vrai bunker qui va se remettre en place vis-à-vis de Gemini, parce que, un peu peur, beaucoup de liens de corrélation avec FTX, c'est normal, etc., le parti, le pouvoir, etc., tout ce que vous voulez. Et ce qui est intéressant, c'est que ils sont en train d'aider, eux, par contre, Genesis. Et je trouve ça plutôt louable, plutôt intéressant. Alors, généralement, c'est toujours pareil. Je le dis, je le répète. Je fais un petit laïus par rapport à ça, peut-être un peu long, mais je pense que c'est important. Quand vous détenez une dette, quand vous avez une dette, et que vous avez une dette de 100 000 dollars ou d'1 million de dollars, vous êtes tenu par votre banque. Mais si vous détenez une dette de 1 milliard ou de 10 milliards de dollars, c'est vous qui donnez la banque. Donc, est-ce que Gemini n'est pas pieds et poings liés par rapport à l'affaire de Genesis, donc sont en fait obligés de les aider parce qu'en fait ils sont sous l'eau. Ça se passe aussi beaucoup comme ça, faut le savoir. Et quand vous vous appelez Vanguard, non, vous coupez. Vous vous appelez Société Générale, vous coupez. Vous vous appelez qui vous voulez, vous coupez. Eux peut-être ne peuvent pas couper. Et généralement on essaie de tenir le plus longtemps possible, donc c'est ce qu'on est en train d'un petit peu travailler. Ils sont en train de se passer un bank run, par exemple, par rapport au Crédit Suisse. Crédit Suisse a annoncé de mauvais résultats. Je ne sais pas si je vous ai mis l'annonce. Je ne sais pas si elle était là. Bon, je ne sais plus trop. Est-ce que je ne l'ai pas trouvée. Enfin, je l'ai pas reprise, mais il y a un bank run historique qui est en train de se passer au niveau du Crédit Suisse. Je ne pense pas que Crédit Suisse va tomber, même si l'action est en train de se déprécier. Parce qu'en parlant de bank run, ça se passe dans les exchanges, mais ça passe aussi dans la vraie vie. Crédit Suisse CS, c'est en train de se déprécier. On continue, entre guillemets, à dégrader l'action. Donc, il y a les Saoudiens qui sont derrière. Ils ont récupéré une partie du capital de l'entreprise. Je pense qu'ils ne vont pas arrêter. Je pense que ça va continuer. Et ils vont prendre, les Saoudiens ou un groupe de Arabie Saoudite, Saoudiens, etc., vont probablement prendre le contrôle du Crédit Suisse. Et je ne pense pas qu'on la laissera tomber. Mais ça ne veut pas dire que l'action ne va pas encore tomber de moins 50%, de moins 90%. Il y a un vrai bank run, surtout des très grosses, entre guillemets, fortunes, qui sont en train de se barrer. Si les grosses fortunes se barrent, malheureusement, moins de frais de commission par rapport à la gestion des fonds. On parle de plus de 10% des plus grosses fortunes qui sont parties aujourd'hui du Crédit Suisse. C'est beaucoup, et ça fait en fait une sacrée perte
au niveau de leur gestion de fonds vis-à-vis des gros portefeuilles. Donc ça, c'est pas bon pour le business. Si les gros partez du principe que c'est pas bon du tout. Généralement, c'est eux qui partent en premier. Voilà pour ça. Donc soyez vigilants. Je sais qu'il y a des Suisses qui nous écoutent. Peut-être me dire ça dans les commentaires si vous ressentez la même chose que moi. C'est plutôt une intuition. C'est pas du tout vraisemblable. Mais en tout cas, les graphiques ne mentent pas. C'est pas bullish côté Crédit Suisse. C'est probablement pas des bottoms de marché ici. Faites très attention, bien évidemment. Voilà pour ça. On continue avec Bitcoin. Rien de plus à dire, je pense qu'on est en train de grinder ici cette petite traîne là aussi, cette petite oblique qu'on a juste observé précédemment vis-à-vis du total market. Rien de plus à dire, premier arrêt ici, zone de rechargement, attendons de savoir qu'est-ce qui va faire, que va faire le cours. On peut continuer à grinder, faire une petite structure derrière la trendline, puis derrière aller chercher le premier arrêt, accepter le premier arrêt, zone de rechargement de vente, vendeur à découvert, vous avez raison, invalidation au-dessus des 21 500 $. On l'a dit, on le redit, c'était hier. Voilà pour ça, on fait un tout petit peu d'order flow et après je vous amène, on aurait pu le faire en live ça, mais je trouvais ça intéressant de vous amener là-dessus aujourd'hui parce que demain on fera encore un truc plus fou au niveau du live de 12h30. Order flow, on est du mauvais côté du mouvement, on voit les CVD spot qui continuent à augmenter et à s'apprécier, on a le CVD contrat futur qui continue à s'apprécier, vous avez un funding majoritairement négatif, qui est tout exchange confondu, Binance et ici les autres exchanges. Vous avez au niveau d'un open interest qui est légèrement croissant, les gens n'achètent pas massivement un levier d'achat actuellement, et vous avez encore une fois un ratio de recharge qui continue à se déprécier. Les gens sont plutôt majoritairement dans ce petit rebond, ne sont tout simplement pas d'accord à cet instant sur ce petit rebond. Le plus probable, qu'est-ce que c'est par rapport à l'order flow? C'est de continuer une petite accélération haussière tranquille. Pourquoi? Parce que demain, nous sommes le 25. Et le 25, vous avez la clôture des options. Et les options, et en plus c'est plutôt intéressant de voir que le public ou les portefeuilles sont plutôt du mauvais côté du mouvement, plutôt à shorter actuellement ce marché plutôt qu'à l'acheter. Pas de problème avec ça. Et vous avez des options qui vont s'extraire demain, donc qui vont s'exécuter demain. Max Payne Price, 18 000 $. Ok, donc c'est un bel objectif de prix. 18 000 $, ça revient à quoi? C'est très simple, c'est juste ici, 18 000 $, très proche d'un premier arrêt. Ok, pas de problème avec ça. Amis vendeurs à découvert, ce serait potentiellement ici que vous pouvez commencer à prendre votre décision. Pourquoi ça rebondit ici? On peut passer en 4 heures par rapport à ces petites obliques, je le dis toujours, ces petites obliques qui sont utilisées, donc on peut aller pas très bien tracer en 4 heures, mais dans l'idée on n'y est pas très loin, on peut y aller. Ce sont des prises de bénéfices par rapport à ceux qui sont allés en bas de range, ils viennent chercher des bénéfices, c'est généralement sur des obliques. Derrière on structure et on repousse haut de range, confluence avec le premier arrêt. Ok, pas de problème avec ça. Je finis, je lis juste si j'ai rien oublié. Si Shikaman Marcotil, je voulais noter, je voulais vraiment pas l'oublier celui-là, par rapport aux opérateurs de marché. Ils en sont où les opérateurs de marché? Après on ira sur Glassnode, c'est très intéressant également. Je vais pas le retrouver, je pense. Si, ici, bon, par rapport à Gros FUD et par rapport à FTX, les opérateurs de marché se sont très fortement hedgés, donc ils ont fortement shorté en fait ce marché-là. Il n'y a pas de problème avec ça, on le voit, les longs se sont dépréciés et les shorts sont augmentés au niveau des asset managers, etc. Plutôt positif. On est généralement contre le mouvement, en tout cas on se protège, on a une explosion au niveau des shorts, mais on a aussi une explosion au niveau des longs parce que la localité est excellente. On vient chercher des grosses poches de liquidité, les grosses poches de liquidité sous les 10 600 $, les algorithmes achètent comme des barjots, c'est normal. Mais il y a aussi des personnes qui se hedgent très très fortement. Voilà pour ça, donc on le voit très très bien ici. Donc plutôt positif pour continuer à encadrer, plus on est négatif, plus on pense que ça va baisser, plus on a peur, plus généralement le marché fait le contraire de ce que la majorité pense. Pourquoi aujourd'hui Wall Street continue à s'apprécier? C'est puisqu'au niveau des données qu'on a psychologiques, analytiques, émotionnelles, les gens sont plutôt baissiers par rapport à Wall Street et par rapport au CAC 40. Que fait le marché? Généralement, il continue à s'apprécier, jusqu'à ce que la majorité passe du mauvais côté, bascule du côté haussier, mais généralement au pire moment. On commence à être haussier à partir de quand sur Wall Street? Le machin, il a déjà pris 25%, non? Un truc comme ça? Ouais, 15%. À 25%, on commence à être haussier? Dans une énorme zone de rechargement de vente logique? Pas bonne idée. Pas bonne idée. Donc vous allez prendre, en réalité, vous serez haussier dans... Alors je dis vous, mais c'est... la généralité, d'accord? Généralement, on commence à redevenir un petit peu boule parce qu'on commence à avoir un hiver pas si froid que ça et que la récession n'est pas maintenant, la récession sera probablement dans 9 mois ou dans 6 mois, même si on commence déjà à le pricer aujourd'hui. On est en train de probablement préparer un magnifique exit pump, voire un nouvel ATH. Je dis pas du tout le contraire. À la Bitcoin, ce serait juste magistral qu'on vienne ici vers les 4800 ou 4900 points à la fin de l'année. Au 31 décembre, on fait une espèce d'accélération en un mois. Ce serait juste du bijou pour derrière prendre tout le monde de revers et retourner le marché. Et puis rendez-vous en 2008, quoi. Ce serait cataclysmique. Mais pour le coup, très vraisemblable. Par rapport à toutes les données et le scénario qu'on a embriqué ensemble. Ça, en tout cas, c'est plutôt mon scénario. Je ne suis pas du tout haussier sur ce marché. Même si ça monte. Je suis psychologiquement pas haussier. Mais je suis exposé.
Et donc, je prendrai mes profits lorsque ceux-ci se présenteront, tout en suivant ma stratégie, ni plus ni moins. Vous avez eu le 18 novembre dernier. On y revient parce que ça a très peu tourné, en réalité, sur les réseaux, mais vous avez un record absolu de vente à perte sur Bitcoin. Un record absolu. Tout exchange confondu. C'est incroyable. Plus de 4 milliards de dollars en l'espace d'une journée qui ont été vendus dans la perte. Généralement, ça signifie qu'on n'est pas loin des bottoms de marché. Alors, vous allez me dire, oui, mais on a vu la même chose ici. Oui, mais si on avait... C'est toujours la même chose. Si FTX, donc les si, on mettrait Paris en bouteille, je vous l'accorde totalement. Mais s'il n'y avait pas eu FTX, probablement qu'on serait plus haut aujourd'hui. Et vous allez me dire demain, mais s'il n'y avait pas eu Tether, peut-être qu'on serait beaucoup plus haut. Mais s'il n'y avait pas eu Tether, s'il n'y avait pas eu Terra Luna, s'il n'y avait pas eu FTX, s'il n'y avait pas eu Celsius, où est-ce qu'on en serait aujourd'hui au niveau de Bitcoin? On serait très proche en fait des 50-60 000 $, au même titre que CAC 40 et que le S&P 500. Ne nous y trompons pas. Ne nous y trompons pas. Ce marché est un marché extrêmement psychologique et je vous explique et je vous démontre pourquoi pour clôturer cette vidéo juste ici. J'ai fait ce travail-là. Pour ceux qui aiment le logarithmique, on va passer en logarithmique parce que sinon on va se faire mal à la tête. Je pense que c'est le plus important par rapport aux vagues d'Elliott. J'ai refait ce travail-là, je l'avais fait il y a très longtemps, ce travail-là. Pour le coup, on va bien regarder, on va se le mettre en très grand. Et on prend toujours par rapport... Les vagues d'Elliott, c'est toujours très intéressant, comme je vous le disais hier, en reprenant en fait ce qu'avait fait le travail de Crypto-Monnaie Analyse, qui est un youtubeur que vous pouvez le regarder d'ailleurs sur la première chaîne, sur la première page des rois du Bitcoin. Tout en bas, vous avez des influenceurs que je recommande chaudement, et CMA en fait partie. Vous prenez en fait vos bottoms historiques de marché, vous allez à 0 ici, et vous avez en fait, on observe de façon complètement limpide que ce marché est tendanciellement haussier depuis sa création. Déflationniste, formidable, protocole extrêmement solide. On ne lui demande pas de faire 1 milliard de transactions à la seconde, c'est pas le boulot du Bitcoin, même si ça aurait pu le devenir, mais c'est finalement plus son rôle aujourd'hui, en tout cas c'est pas comme ça qu'on le représente, et c'est tendanciellement haussier de fond. Vous prenez vos vagues d'Elliott, et ce qui était intéressant d'observer, c'est que ça marche toujours dans des mouvements tendanciels haussiers, et tant que le plan n'est pas invalidé, ça restera haussier. Tant que le plan n'est pas invalidé, ça restera haussier. Et vous allez remarquer quelque chose de très intéressant. Entre une grande 1 et une 2, vous êtes toujours en bear market. Vous les avez ici. Entre une 1 et une 2, vous êtes en bear market. 2014, entre une 1 et une 2, vous êtes en bear market. Ici, entre 2018 et 2020, ici, en 2019, vous êtes en bear market. Quand vous avez ici une petite 1 avec une petite 2, vous êtes dans un retracement profond. On aurait pu aller beaucoup moins, hein, mais par rapport au crack Covid. Sinon, la 2 avait été validée ici à 6600 points. Pourquoi, en fait, on se dit à chaque fois on se fait éclater la tronche par Bitcoin? Je vous rappelle une règle fondamentale par rapport aux vagues d'Elliott. Quand on constate qu'on est bien dans une 1 pour aller chercher une 2 sur un retracement, certains utiliseront des M-top en weekly, etc. Vous avez 7 chances sur 10 de retracer entre les 0,50 et les 0,618. Ok? Je vous le mets en live, ici, on va se le faire en live. Vous avez donc 7 chances sur 10, parce que les vagues d'Elliott, c'est ni plus ni moins que les probabilités. Ok? Je vais juste le modifier ici, je vais l'inverser. J'enlève celui-là et je prends celui-là. Voilà. Vous avez en fait, dans cette 1 vers la 2, par rapport au... Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Par rapport à tout ça, vous avez en fait 60% de chance... Non, pardon. C'était pas ça. Il fallait que j'aille tout en bas. Hop. On va le mettre à 0. Voilà. Bon, ça ne fera pas grand-chose pour le coup, mais vous avez 60% de chance, 7 chances sur 10, de vous retrouver entre les 0,50 et les 0,618. Or, ici, on est allé beaucoup plus bas pour aller chercher la 2. On est allé beaucoup plus bas, oui, on a même perdu 85 ou 86%. Donc, c'est quasiment les 8,86. Pas bon l'histoire. Je continue, j'ai pas envie de me perdre. Hop, je reprends ici. Par rapport à cette petite 2-là, juste ici, vis-à-vis de cette 1, toujours pareil. Vous avez 7 chances sur 10 d'aller chercher entre les 0,50 et les 0,618. On y était, donc on va aller un peu plus profondément, mais ici, c'était une 2 complètement validée sur les 7800 $, par rapport en fait à ce pullback ici, pour aller continuer d'aller chercher beaucoup plus haut. Bon, finalement, on va chercher un peu plus bas, hein, même une zone de rechargement d'achat, entre guillemets, moyen terme, court terme, pour derrière repartir. Tout le monde était boule ici, oui, parce que la 2 était confirmée, donc on rentre dans la 3. Donc ici, votre 2, vous la mettez là. Hop, je vais juste la déplacer, mais... Reprenez des vidéos d'idiotisme, mais ici, 2 confirmés. Pas de problème. On a la structure W-Weekly, 2 confirmés. Finalement, elle n'est pas confirmée. Est-ce que ça invalide? Non. Ça invalide pas tout le plan du bull, ou de la reprise du bull market. Ça déplace juste votre 2, qui est parti beaucoup plus profondément. Et ce retracement a été près de 90%, ou 88%, ou 86,2%. Donc des extensions d'extension par rapport à un retracement de 2. Et en fait, à chaque fois, si vous remarquez, une 2 de Bitcoin
n'est jamais resté entre les 0,50 et les 0,618. On est toujours allé au-delà. Et le au-delà, c'est 2 chances sur 10. Dès lors, beaucoup d'IoT se sont fait exploser sur des grandes time frames, sur des gros longs qu'on pouvait prendre sur Bitcoin. Et c'est pour ça qu'on vous dit, non, Elliott Wave, c'est nul. Non, c'est pas nul, c'est génial, Elliott Wave. Sauf que vous prenez un truc qui existait et qui marchait extrêmement bien, entre guillemets, sur les marchés traditionnels et sur les indices boursiers, et on essaie de le plaquer sur la volatilité des marchés crypto. Ben, peut-être que demain, ouais, mais avec les Elliott Wave, la règle, quand on aura beaucoup d'historique, vous avez 7 chances sur 10 de revenir entre les 0,718 et les 886. Et là, vous dites, ouais, c'est normal. Donc on se fera plus avoir. Ouais, mais bon, ce sera beaucoup plus liquide demain. Donc peut-être qu'on reviendra dans des schémas plus traditionnels. Mais en fait, à chaque fois, on va chercher les probabilités les plus faibles. Une 2 peut retracer moins de 0,50 618, mais c'est une chance sur 10. Donc on ne joue jamais les petits retracements de 2. On va plutôt chercher les plus grands retracements de 2. Et là, vous comprenez que la stratégie des 4 rois rentre dans ce cadre-là. Pourquoi ? Parce qu'on investit dans une première classe éco, 618 786. Donc 618 pile peut être un retracement de 2 entre les 0,50 et les 0,618. Boum, on est dans le train. Si c'est une 2 globale qui rentre dans les statistiques plutôt éloignées, parce qu'on dit vraiment 0,50, 618, donc on est déjà au max d'une 2 probabilistiquement parlant, et ben on va chercher quand même une première classe, parce qu'on ne sait jamais de quoi est fait l'avenir. Et en chaque fois, on était dans les bear markets. Ici, vous avez la même chose. On constate qu'on a la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, puis on va chercher une 1, d'une plus grande 2, d'une très grande 3 ici, et on va chercher potentiellement les, j'en sais rien, 12 500 $. Peut-être qu'on y est. On est déjà au-delà, si vous voulez, des objectifs. On a retracé plus de 0,50 à 618. Mais ce qui est très intéressant d'observer ici, c'est qu'on n'est jamais venu faire les invalidations de la précédente 2. Et d'ailleurs, de toutes les précédentes 2. C'est ça qui est très pertinent. Si vous reprenez vos vagues d'Elliott, Lux, je t'envoie un appel, reprenez-les. Vous pouvez reprendre des vidéos de CMA si vous voulez. On n'est jamais revenu chercher les précédentes 2. 2, 2, 2, 2 pour le moment, toujours pas venu les chercher. Vous pouvez revenir dans le passé. 2, 2, vous avez également une 2 ici. On n'est jamais revenu les chercher, ces 2, dans des 3. Donc actuellement, on est où ? On est dans une très grande 3, d'une très grande 3, d'une très grande 3, d'une dans la 2. Donc 3, 3, 3, 3, et nous sommes dans la 2. Et les invalidations de tout le plan boule de chez boule de Bitcoin, go to $1 million, je vous la fais simple et après on ira un peu plus loin, et ben l'invalidation serait actuellement au plus tôt les 9 638 $, ici l'invalidation de cette toute petite 2, ou une très grosse invalidation serait potentiellement les 3 700 ou 3 800 $, et après c'est les 3 000 $ ou 3 100 $. Bon, pour le coup, 3 000 $ ou 9 800 $. Mais juste pour vous dire, il est déjà très peu probable qu'on revienne sous les 10 000 $. Mais si Tether tombe, c'est ça qui est important. Mais il tombe pas aujourd'hui, il tombe peut-être demain ou peut-être dans un an. Bon, on l'imagine. On vient chercher là où on a le bottom ici. On continue, 1, puis 2, puis 3, puis Tether tombe. Vous me suivez ? Qu'est-ce qui se passe ? Si on ne vient pas aliéner ici la 2 ici précédente ou cette 2 là, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Eh bien c'est très simple. On prend la 2, comme on fait d'habitude, et on la déplacera. Et ouais. Et on la déplacera. Tout simplement. Ou éventuellement, on déplacera la 1 et on redéplacera la 2, mais on ne peut pas venir ici sous les 3 000 $ ou les 3 600 $. C'est pas possible. Sinon, vous faites quoi ? Sinon, vous effacez tout et on recommence tout. Et maintenant, c'est baissier. Et vos vagues d'Elliott, entre guillemets, dans les mouvements tendanciels, les vagues d'Elliott ne s'utilisent que dans des mouvements tendanciels de fond très haussiers. Sinon, ça ne sert plus à rien de les utiliser. Vous allez sur local, n'utilisez pas les vagues d'Elliott. Ou vous reprenez ça et vous le retournez comme un chapeau. Et vous allez jusqu'à 0. C'est ça, hein, le truc. Là, on va jusqu'à l'infini avec les vagues d'Elliott. Et dans un marché baissier de fond sur des invalidations haussières, vous allez jusqu'à 0. Jusqu'à invalidation. Pourquoi pas, hein ? Je ne dis pas du tout le contraire. Vous comprenez, vous me suivez par rapport à ça ? Ça, c'est un vrai biais psychologique. Puisqu'en réalité, il est peu probable qu'on vienne chercher en dessous des 9 900 $. En tout cas, j'aurai un investissement là-dessus. Mon investissement 2 à l'aveugle, je le fais là. Que Tether ou que Tether tombe ou que Tether tombe pas. Mais si Tether tombe, il n'y a pas de raison en fait que ça vienne chercher les précédents lots que Bitcoin a à 0. Pourtant, beaucoup le penseront. Beaucoup le penseront. Tether n'est un outil spéculatif. Et je vous reprends par rapport à ça et ça me permettra de finir cette
ce didacticiel vis-à-vis de Tether et du FUD Tether qui va commencer, je pense, à s'amplifier, pour être tout à fait honnête avec vous. Et ça peut être que du FUD, tant mieux, ça occupera l'esprit, si ce n'est pas vérifié et si ce n'est pas avéré, ça occupera l'esprit du public et des porteurs qui ne veulent pas venir sur ce marché et qui viendront quand ils vaudront 100 000 $. Bitcoin vaudra 100 000 $, avec ou sans Tether. Bitcoin est une blague. Ouais, ok, donc on est à peu près à 100 $, donc on arrive sur des gros points piliers, 100 $, dans une 2, bear market. Bitcoin est une blague. Bitcoin va à zéro. Finalement, on rebondit. Bitcoin est quelque chose. 1000 $. Donc 100 $, 1000 $. Il y avait aussi un palier à 10 $, mais on ne va pas le prendre en compte. D'accord? On ne parlera pas des pizzas à 1 centime aussi. Du 10 000 Bitcoin pour 2 pizzas. Bitcoin est quelque chose. On sait que c'est quelque chose, pourquoi? Parce que ici, vous avez JP Morgan et Goldman Sachs qui ont commencé à investir indirectement dans le Bitcoin. Voire à investir dans des comptes, entre guillemets, boîte noire, du Bitcoin directement et en posséder. On le sait. Ok? C'est validé. Ils ont acheté du Bitcoin. Il y a un peu de Bitcoin, mais ils ont acheté du Bitcoin. Pas de problème avec ça. Derrière, ici, Bitcoin est un outil. Donc on arrive sur les 20 000 $. On va chercher en fait le fameux truc. Et puis derrière, boum, on refait notre fameux bear market 1 à 2. Bitcoin est donc quelque chose, réaccumulation. Là, c'est Bitcoin est un outil. On rentre dans l'univers des institutionnels. C'est un outil quoi? C'est avant tout un outil spéculatif. C'est une machine à laver. Aujourd'hui, on est dans le pire marché qui soit pour les crypto-monnaies. Dans une véritable machine à laver. Toutes nos crypto-actifs valent rien. Tout va tendre vers zéro de toute manière. Est-ce que ce sont des securities? Est-ce que ce sont des scams? Je pense que 99% des tokens aujourd'hui qui existent ne sont pas des scams parce qu'il y a des gens qui bossent derrière, mais ne valent rien intrinsèquement. Et je vous expliquerai pourquoi demain. Je vous donnerai toute ma vision par rapport à ça. Je pense que ce sera un des lives les plus importants demain qu'on va faire. Alors, ça peut être autre chose pour vous. Mettez-moi dans les commentaires. Pour vous, c'est un outil de quoi? Un outil spéculatif? Un outil de hedge? Pourquoi pas? Ça peut être considéré comme ça. Un outil de rendement? Un outil de collatéral? Un outil de transfert de valeur? Sur des pays qui sont avec une monnaie très volatile ou très inflationniste? Pourquoi pas? Aujourd'hui, c'est un outil. Demain, ce sera plus un outil. Demain, on ira chercher notre 2 et on ira chercher potentiellement une 3, d'une plus grande 3, dans une 5, d'une très grande 3, dans une énorme 3, qui arrivera très proche des 300 000 $. Je pense que le fin de ce cycle, de ce grand cycle qui nous attend, le fameux nouveau bull run, nous amènera proche des 250 000, 300 000 $. Et Bitcoin sera donc une assurance. Voilà. Ce sera une véritable assurance. Sa valorisation sera relativement proche des 7 000 milliards $. Donc ce sera une assurance quasiment à égale distance et on aura tous les yeux, Bitcoin va bientôt dépasser l'or. Donc quand on sera à peu près à 5 000 milliards de valo, Bitcoin vaudra à peu près 125 000 $. Ouais, c'est ça. À peu près 5 000 milliards de dollars. Donc il vaudra à peu près 250 000 $ par Bitcoin. Et il manquera le double pour aller chercher les 10 000 milliards. Donc on n'aura que ça en tête. Bitcoin va chercher l'or. Bitcoin vient de dépasser Apple. Ou peut-être pas, parce que peut-être qu'Apple va continuer à s'apprécier d'ici là, mais dans l'idée, Bitcoin dépasse la valorisation de Tesla, ou Bitcoin dépasse la valorisation de Microsoft, ou vous avez compris l'histoire. Ça, ce sera des très bonnes news qui vont catalyser la hausse. Ce sera considéré comme une assurance. Plus de problème. Mais vous n'aurez pas besoin des échangeurs pour ça. En fait, Bitcoin n'a pas besoin d'échangeurs. On s'en fiche. On s'en achètera par d'autres outils. On l'achètera OTC. Il y aura des sites internet pour l'acheter OTC. Ledger bosse sur des trucs aussi comme ça actuellement. Vous pouvez acheter des bitcoins directement ou le swapper directement de façon complètement décentralisée directement depuis votre clé Ledger. Pas de problème avec ça. Ça va vraiment s'accompagner de ça. Je pense que tous les gros échangeurs aujourd'hui, on fera plus de trading sur les cryptos. Je dis ça, mais partez du principe que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui sur le trading des crypto-monnaies ne sera pas pour la majorité. C'est pour plutôt pour des joueurs ou pour des vrais. On est vraiment des joueurs, on est vraiment on est très spéculatifs, on est très. Il y a beaucoup de traders en fait aujourd'hui on est plutôt dans le paradis des traders puisqu'aujourd'hui Bitcoin est un outil de spéculation. Donc beaucoup de traders, pas forcément mal intentionnés ou bien intentionnés, mais c'est là-dedans qu'on vit. Donc c'est très difficile de tirer entre guillemets une vision clé ou de la rhétorique par rapport à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Le Bitcoin est très piégeur parce qu'on est dans ce marché-là, tout simplement. Demain, il le sera beaucoup moins, bien évidemment. Et derrière, il y a aussi une dernière étape. Bitcoin entre 2,5 millions de $ et 5 millions de $. On va se calmer, c'est pas pour demain. Là, c'est Bitcoin et la réserve de valeur. C'est la réserve de valeur mondiale. Bitcoin n'a pas vocation à devenir la réserve de valeur mondiale, mais ça veut dire qu'il y aura des vrais problèmes
sociétale. En fait, je pense que personne ne veut, je l'avais déjà dit il y a très longtemps, pas forcément dans les vidéos des rois du Bitcoin, mais je l'avais déjà dit, personne ne veut d'un once d'or à 5000 $. Mais personne ne veut d'un Bitcoin à 5 millions de dollars. 5 millions de dollars, ça représenterait aujourd'hui à dollars constants 90 000 milliards de dollars. Alors 90 000 milliards de dollars, c'est la moitié de Wall Street, si vous voulez. C'est 2 fois Wall Street. C'est 2 fois la capitalisation boursière de Wall Street, quasiment. 90 000 milliards de dollars. Ça représente 5 fois la masse monétaire en dollars. 5 fois la masse monétaire. Personne ne veut d'un... Alors si dollar vaut 0, oui, vous allez me dire, peut-être qu'en livre turc, Bitcoin vaut 5 millions de dollars ou 1 million de dollars, il n'y a pas de problème avec ça. Je dis pas du tout le contraire. Mais on ne veut pas de ça. Hein, on ne veut pas d'une baguette de pain à 10 € ou à 10 $. C'est pas ce temps, en fait, l'humanité tend. Et penser ça, c'est pas sympa. Tout simplement, on ne le veut pas. Par contre, ça deviendra très probablement une assurance, une vraie assurance au même titre que l'or, dans un monde mieux organisé, plus décentralisé, avec une redistribution des pouvoirs et des valeurs. Ça, pour le coup, on peut aller dans cette forme, entre guillemets, de bienveillance sociétale à travers les technologies blockchain, ce dont je crois et ce que je défends. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et ça vaut un Bitcoin à 500 000 $. Voilà. Plus, ce serait pour se couvrir d'un cataclysme économique, crise de dette sans précédent. On peut d'ailleurs avoir une crise de dette bien avant, plus ou moins profonde, vous les connaissez les trucs. Et que Tether tombe ou que Tether tombe pas, c'est pas grave. On n'a pas besoin de Tether, on n'a pas besoin de Binance, on n'a pas besoin d'FTX, on a besoin de personne pour que Bitcoin aille à 500 000 $. Alors, sauf si on devient des parias, parce qu'on peut aussi casser les précédents lots si on devient des parias. Le jour où Bitcoin devient complètement illégal, et que si vous détenez du Bitcoin, vous allez en prison, c'est pas quelque chose qu'il faut exclure, pour le coup, mais encore une fois, ce seront des décisions politiques, et des décisions politiques totalitaires. Pourquoi ? Parce que les politiques ne sont pas contre le peuple. Si le peuple veut Bitcoin, Bitcoin il y aura. Si les pouvoirs en place vont contre le peuple, les pouvoirs en place seront renversés. C'est certain. C'est qu'une question de temps. Voilà pour ça. Et Bitcoin continuera à subsister, probablement avec beaucoup de moins de volatilité et peut-être sous les prix actuellement identifiés. J'ai dit tout ce que je voulais vous dire, je voulais vraiment vous remettre dans cette idée-là. Ces vagues ne sont pas vraies là, d'accord, mais tous les chemins mènent à Rome, hein, à peu près entre les 250 000 $ ou les 130 000 $ à peu près, et les 300 000 $. Voilà, c'est à peu près la box ici. Je la vise, minimum 130 000 et maximum 500 000. Je pense que ce serait une bonne assurance aujourd'hui Bitcoin dans le prochain cycle. Donc choisissez vos cryptos préférés. Beaucoup surperformeront. Vous pouvez même faire cet exercice avec beaucoup de vos cryptoactifs préférés et vous allez voir qu'on est revenu chercher des précédentes 2. Dès lors, ces cryptoactifs ne sont plus tendanciellement haussières historiquement parlant. Vous pouvez partir en logarithmique. Il y en a beaucoup qui ont craqué ici leur précédent lot. Solana, par exemple, n'a pas craqué. Ici, là, ça a de grande 2 si vous voulez. On y est encore éloigné. Vous le prenez là, Solana, et je finirai la vidéo là-dessus, parce que Solana est très décrié actuellement. Mais on y est loin. On y est loin. On est peut-être dans une 2, le bear market, 3, mais peut-être pas fini, encore, pour le coup. Peut-être qu'ici, on est encore dans une 2, d'une très grande 3, etc., etc. Ici, ce serait l'invalidation totale. Invalidation totale, ce serait 1 $. Sous les 1 $, c'est fou parce que sous les 1 $, ce qui n'est pas du tout impossible pour Solana, mais Solana sous les 1 $ reviendrait à un Bitcoin sous les 3000 $. Comme ça permet de vous schématiser. Ok ? Voilà pour ça. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que je vous ai aidé. J'espère que j'ai été clair. J'espère que j'ai rien oublié. Venez nous rejoindre sur le Discord par rapport à tout ce que je vous ai dit en début de vidéo. Je pense que c'est important, mais ça permet de remettre réellement les choses dans leur contexte. Je pense qu'on n'est pas à la fin des fins. Je pense qu'on est tout simplement dans un retracement et il y aura beaucoup de FUD. On peut descendre toujours plus bas, mais partez du principe que plus bas n'est plus en accord par rapport à ce que fait le marché. Et le marché aujourd'hui investit et continue à investir très massivement dans les technologies blockchain. On le voit quotidiennement par rapport aux news qui tournent sur Twitter, qui tournent sur CoinGecko ou sur tout ce que vous voulez comme média qu'il peut y avoir. Ils sont dans la place, ils investissent, ils accumulent tout le temps, partout et en permanence et à tous les niveaux de prix. Ils se couvrent bien évidemment. On ira les sortir et les shooter dans les prochains mois et les prochaines années, pourquoi pas. Mais Bitcoin sera valorisé et ces situations, on les connaît. Ce n'est pas
différent d'avant. Ce ne sera pas différent d'avant. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain pour le live. Soyez nombreux, un live très intéressant pour savoir exactement dans quoi on met les pieds quand on investit dans un projet crypto, quel qu'il soit. Ciao.